Bonjour, bonsoir mes petits louveteaux et bienvenue à Petites Obsessions, le podcast où on vous apprend des affaires qu'on savait pas plus il y a une couple d'heures. Mon nom est William et je suis accompagné de ma co-animatrice Hélène. Oui, moi qui n'étais pas aussi intelligente, c'est ça? Il y a une couple d'heures, c'est ça que tu veux dire? On devient toujours de plus en plus intelligent. Et d'ailleurs, sur quoi es-tu devenue plus intelligente aujourd'hui? Ouais, c'est ça, rattrape-toi. Ben, Aujourd'hui, je vais vous parler des unités de mesure. D'accord, donc ça vient d'où chacune d'entre elles et Exactement. comment qu'on mesure comme ça? Mais il y a des choses qu'on sait déjà. Oui, c'est ça. Il y a un petit retour sur... Parce que si tu savais pas c'était quoi un centimètre puis des pieds avant, aujourd'hui, il y a un méchant problème. Mais en tout cas... c'est relatif! C'est relatif. Puis ben moi, je vais vous parler un peu de mesures, mais dans le sport, notamment pourquoi une telle distance pour le marathon, les grandeurs de patinoire ou encore les grandeurs de terrain de baseball. Oh, très spécifique. Oui, ben voilà, ça m'a donné, fallait trouver des sujets, puis c'était ça qui était le plus intéressant. Mais avant toute chose, vous le savez, il faut écouter... Le générique. Will, je suis tombée sur un beau graphique sur immigré.com. Ah, toi, t'as commencé avec immigré.com pour parler des centimètres. Puis fait comme genre, oui, c'est la bonne place où commencer. Ben, c'est pas exactement là où j'ai commencé, mais pour mon intro, c'est là que j'ai commencé. Puis, je vous rassure, j'ai toutes mes cartes de citoyenneté canadienne. Là. C'est juste que ça donne qu'il explique comment mesurer comme un Québécois. Quand même spécifique, c'est bon. Ouais, parce que, je vous invite à aller le googler là, pour me suivre ou vous prendre une petite shot de café. Là, ou juste être québécois. Si vous êtes québécois, c'est déjà plus facile. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'au Québec, on a l'art de se compliquer un peu la vie quand vient le temps de mesurer des affaires. Exact. En fait, non. C'est plutôt que notre bilinguisme, il va jusque dans les chiffres. Ouais, ben, centimètres et centimètres, ça devrait être la même affaire, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais tu sais, c'est centimètres et inches, pis ça. Bref. Tu sais, à l'horizontale, là, pour une distance, je peux dire que la prochaine sortie d'autoroute, par exemple, elle est à 100 mètres. Mais à la verticale, pour la taille, je dois traduire en pieds et en pouces parce que le fait que je te dise que je fais 1,63 m, toi, ça ne compute pas. Ah, j'ai aucune idée ce que ça veut dire. C'est 5 pieds 4. Je te crois pas. Ben, je te le dis. Peut-être même 5 pieds 4 et demi, là, si je suis bien chanceuse une journée que je suis grande. Si je joue au golf, par contre, je vais vanter mes exploits en verge. Si t'as une ferme, c'est des arpents. Effectivement. Je pourrais aussi te demander de régler le thermostat à 21 degrés Celsius, mais la piscine, par contre, elle doit être à 84 Fahrenheit. Ben oui, de l'eau, c'est pas pareil. Non, c'est ça. Puis, il faut chauffer le four à 375 Fahrenheit. Mais attention, parce que si on fait 39 degrés Celsius de fièvre, là, il faut appeler le 811. Moi, c'est plus que je touche mon front chaud, mais oui, aussi. Je vais aussi parler d'un kilo de farine, mais d'une livre de beurre. L'eau, elle va être vendue en bouteille de 500 ml, mais on va mettre 2 onces de gin dans nos cocktails. À l'épicerie, le prix de la viande, il va être en livres, mais sur la facture, il sera en kilos. Et quand on est au resto, on va commander notre steak en onces. C'est vrai. Très particulier comme exemple, celui-là. À part le quart de livre. Effectivement. Puis on va y revenir à tout ça, là. Puis on s'indigne du prix de l'essence au litre, mais si on en manque, on va aller chercher un gallon. C'est vrai. J'avais jamais pensé au gallon, c'est vrai. Et pour les passionnés de couture dans la salle, on achète le tissu au mètre, mais on va confectionner nos patrons en pouces. Évidemment que notre façon de colorer, de mesurer est le résultat de notre passé colonial. Là. Oui, c'est ça. Français, anglais, français, anglais, français, anglais. Là, on le comprend. Mais pourquoi nos mesures ne sont pas un langage universel comme les chiffres? Tu sais, les chiffres, peu importe la langue, tu l'écris de la même façon. Oui, la plupart des gens utilisent les chiffres romains. Non, pas du tout. Les chiffres arabes. Les chiffres arabes, oui. D'où ça vient toutes ces unités-là? Comment qu'on en est venu à déterminer la mesure d'un mètre? C'est les pieds puis les pouces de qui qu'on utilise comme référent? J'ai besoin de creuser ça plus en profondeur. Déjà, avant notre ère, on utilisait ce qu'on avait à disposition pour mesurer. Pour la longueur, on utilisait, attention, roulement de tambour, le corps humain. Ben, j'imagine c'est là que ça vient, les pouces, les pieds, etc. Et c'est différent de Banana for Scale sur Reddit, là. Oui, complètement. Puis, il y avait les pouces, les pieds, évidemment, mais il y en avait d'autres, comme une coudée. Tu sais quoi? C'est-tu comme l'avant-bras? C'est en fait la distance entre le coude et la main qui était utilisée en Égypte antique. La main, évidemment, dépliée là, au complet là, avec le bout des doigts. On avait aussi l'empan et la brasse. Là, suis-moi. Est-ce que la brasse est reliée avec la nage? Non, pas tout à fait. OK.
Un empan, ça représente la distance entre ton pouce et un autre doigt, habituellement le petit doigt, l'auriculaire. Okay. Mais pourquoi pas être frivole puis des fois avoir un empan pour tes autres doigts? Oui, parce que c'est déjà pas assez arbitraire vu que les mains sont complètement différentes pour chaque personne. Exactement. Là, fait que aussi bien rendre ça facile. Là. Mais rassure-toi, là, peu importe sur quel empan tu te fiais, là, fait quel doigt tu prenais, la brasse, c'était toujours égal à 8 empans. Ah ben... Pourquoi 8, je sais pas. Sauf qu'évidemment, même si notre corps, comme tu disais, il pouvait servir de règle, force est d'admettre que nos membres ne sont pas tous de la même longueur. Hein? On n'est pas tous grands de la même façon. Certains ont des plus grands pieds, d'autres des plus petites mains, etc. Fait que les Égyptiens, ils ont créé ce qu'on appelle la coudée royale, qui serait l'équivalent d'à peu près 52-53 cm. Puis c'était quel roi? Ben, c'est ça, on le sait pas. Ah, damn it! C'était pas Toutankhamon, parce que c'était pas spécial, lui. Peut-être, je sais pas. Mais non, j'ai beau faire des recherches... Ça le dit pas. Ça disait tout que c'était comme une moyenne qui avait été prise, mais on a dit que c'était la coudée royale parce que c'était comme la officielle. C'est comme, genre, à la guerre des clans, ils ont sondé 100 rois et leur ont demandé leur coudée principale. C'est ça, exactement. Pour s'assurer une certaine uniformité, on a quand même créé une genre de tige officielle qui mesurait une coudée. Mm-hmm. Puis les gens pouvaient venir comparer leur propre tige qu'ils avaient à la maison. J'ai-tu une bonne coudée ou j'ai une petite coudée? Comme s'il y avait un maître d'école, là, tu sais. Mais la couper. C'est la coudée de qui qu'on a utilisée, comme je te dis, je l'ai malheureusement pas trouvée, mais c'est important de mentionner qu'une coudée, ce serait équivalent à 7 paumes. Et une paume, c'est 4 doigts. Attends, fait que ta paume, ça l'inclut pas la paume? Non. Ben, c'est la largeur, en fait, de la paume, là, les 4 doigts. Puis une coudée, si c'est 7 paumes et qu'une paume et 4 doigts, c'est 28 doigts. Non, mais là, tu fais exprès, là. Ben non, mais attends, on va y revenir, ça. OK. Ah, fait faut que je retienne cette information-là? Non, c'est pas grave si tu le sais pas, je vais te le rappeler. Si... Mais fun fact, chaque côté de la pyramide de Khéops mesure 440 coudées. Ah, ben oui, ben au moins, c'est un chiffre relativement rond. Ben, probablement qu'ils sont... Ils ont fait des calculs mathématiques en coudées, là. Ben oui. Les Grecs, évidemment, se sont inspirés des Égyptiens. Leur unité de mesure de base, c'était la largeur d'un doigt. Donc, environ 1,93 cm. Tandis qu'un pied, c'était l'équivalent de 16 doigts. Fait que ils sont 16 partis... 16 doigts? C'est quand même beaucoup de doigts. Ben, c'est... Non, OK. Non, j'essaie... Super, non, c'est parce que je regarde mes doigts en même temps. Ouais, OK. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est parce qu'on n'a pas le réflexe de regarder dans l'autre sens. Ouais. On les regarde de bas en haut, mais pas de côté. Oui, c'est ça. C'est vraiment la largeur, là. C'est pas la longueur. Ouais. Faites attention à ça. Ce système, il s'est largement répandu du fait qu'Athènes, c'était un pôle commercial, même si, bon, les marchands s'ostinaient tout le temps sur la réelle mesure. Non, c'est pas tout à fait un doigt que tu m'as donné. Ouais, c'est ça. Tu m'as pas donné un doigt de poule, en tout cas. Les Romains, ils se sont aussi inspirés des Grecs et des Égyptiens, mais pour des raisons qui leur appartiennent, un pied, ce n'était plus 16 doigts, mais 12 pouces. 5$. Oui, exactement. C'est eux qui ont inventé ce bruit. Ils avaient également établi que 5 pieds, fait que ce qu'ils considéraient comme étant un cycle complet de marche, ce serait l'équivalent d'un pas, et que 1000 pas représenteraient 1000 romains. OK. Ces mesures-là, le pouce, pied, 1000... sont pas exactement pareilles que les unités impériales en termes de longueur. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'avais toujours entendu que l'impérial, ça provenait de ce qui est les Anglais. Je pensais que c'était les pouces, les doigts d'un roi anglais. Non. Mais là, ça date de vraiment plus longtemps. Là. Non, c'est ça, exactement. C'est pas exactement les mêmes mesures, mais c'est quand même très inspiré de, là, on s'entend. Le pouce, par exemple, il a longtemps été l'équivalent de 3 grains d'orge sec mis bout à bout. Et son nom en anglais, inch, ça provient du latin uncia, qui signifie un 12e, donc un 12e de pied. Là, c'est intéressant. Oui. Là, je comprends des affaires. Bref, les Anglos se sont clairement inspirés de tout ça, comme je le disais, pour définir le système impérial dans la loi des poids et des mesures, qui date de 1824. C'est quand même vraiment plus tard que ce que je pensais. Ça fait que c'est à la fois vraiment avant et vraiment après qu'est-ce qu'on pensait. Complètement. En ce qui concerne le poids, on le calculait en grains. Ouais. Au Moyen-Âge, à Paris, on utilisait le grain de froment, qui est l'équivalent d'environ 0,053 grammes. OK. On s'est donné d'autres mesures aussi pour compléter le tableau. Fait que 4 grains, c'était 1 carat, 72 grains, c'était 1 gros, 8 gros, donc 576 grains, c'était une once, et 16 onces, c'est 1 livre.
OK. Fait que là, on a vraiment retenu juste la fin. Parce Oui. qu'un grain, à un moment donné, c'est pas beaucoup. C'est ça, là. C'est vraiment comme nano, là, comme mesure. Mais à Venise, au lieu du froment, on utilisait l'orge, qui était plus léger. Fait que selon la région, ben une livre, ça pouvait autant être 300 grammes que 850 grammes. Ah oui, c'est parce pas qu'on comme n'utilisait pas tous le même référent. C'est pas comme 1 kilo de plume puis 1 kilo de plomb. Là, non, effectivement. C'était aussi l'unité de mesure pour les superficies, le grain. Maintenant, on a les pieds et les mètres carrés, mais fut un temps où on se basait sur la quantité de grains nécessaires à l'ensemencement pour calculer une superficie. Ah, OK. C'était pas genre mon appartement fait 450 000 grains. Là. Non, c'est ça. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas vraiment eu de système de mesure unifié et universel jusqu'au 18e siècle. Oui, bon, c'est loin un peu. Parce que oui, le système métrique est apparu avec la Révolution française. Il fallait trouver un moyen de standardiser la prise de mesure qui était, ma foi, chaotique, là, on va se le dire. Puis là, ben clairement, eux étaient comme, on va pas encore utiliser des mesures de roi parce qu'on les haït toutes. Entre autres. Puis le système romain, il était utilisé, sauf qu'avec la chute de l'Empire, il y a eu plein de systèmes régionaux et locaux qui avaient vu le jour. Fait qu'en France, on avait pas loin de 800 unités de mesure différentes. Ça devient pas pratique, maintenant. Vraiment pas. Puis ben, un peu comme le grain de froment et le grain d'orge, c'était pas rare qu'une même unité avait pas la même signification d'un endroit à l'autre. À Paris, une pinte, ça correspondait à 0,93 litres. À Saint-Denis, c'était 1,46 litres. Ah oui, c'est quand même une bonne différence. Je te laisse voir où est-ce que tu vas aller prendre ta bière. Fait qu'il fallait impérativement trouver un moyen de créer un système universel pour garantir une certaine équité dans le commerce. Puis ça tombe bien! On est en plein dans le siècle des Lumières. Wow, les gens sont brillants. Oui, puis Paris, ben, c'est la capitale des sciences à cette époque. Fait qu'il restait plus qu'à trouver le bon système pour protéger les intérêts des gens qui, avec le système actuel, pour reprendre les mots du marquis de Condorcet, qui est un mathématicien et qui était à la tête de l'Académie des sciences, ne pouvaient pas être vraiment égaux en droit ni vraiment libres. Parce que justement, on parlait pas le même langage entre les différentes villes. Tout ça, c'était impossible de marchander. Puis qu'il y a un des deux parties qui se fasse pas un peu crosser, là, pardonnez-moi mon langage. Se faire avoir. Exact. On a d'abord voulu tout mettre au système de Paris, mais comme c'était pas une approche vraiment scientifique. On est mieux de repartir de zéro. Là. Ouais. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, un diplomate, évidemment, parce qu'avec son nom, il ne pouvait qu'être diplomate, il a proposé qu'on s'entende sur la définition d'une unité de base et qu'on croise les doigts pour que le tout soit adopté partout. OK. Il a littéralement dit ça de même. Non, c'est pas vrai. Mais bref, l'Académie des sciences a accepté le mandat promettant de fournir une loi, un poids et une mesure. Oh, 2 poids, 2 mesures. Exact. Ils avaient l'ambition que les unités de longueur, de masse et de volume soient reliées les unes aux autres et en base 10, parce qu'on a 10 doigts. Donc, c'est beaucoup plus simple à calculer pour nous. Puis je te dis ça, mais comme je te disais tantôt, 28, c'était une des bases pour un autre calcul. Je m'en souvenais. Ben, on a 28 phalanges, parce qu'on a 14 phalanges dans chaque main. T'sais, on a 3 phalanges sur les principaux doigts, puis le pouce, on en a 2. Ce qui fait 14. Ce qui explique pourquoi, justement, beaucoup d'unités dans d'autres systèmes sont en base 14 ou en base 28. Dans le quand système t'écrivais impérial, pas, tu checkais tes doigts. Là. C'est ça. Ben, dans le système impérial, un stone, c'est 14 livres, par exemple. Tu fais des liens dans ta tête? Ah ouais, là, mais écoute, c'est vrai qu'on finit plus intelligent qu'au début. Ouais, c'est ça. Spoiler alert, ça leur a pris 10 ans pour remplir leur mandat puis créer un système vite, là, universel. Le mètre qui vient du grec métron et qui signifie mesure vient aussi de l'idée d'utiliser ce qu'on a à disposition, mais cette fois avec un référent qui change pas de taille d'une personne à l'autre. Là. Fait qu'on a laissé faire le corps humain. Puis on est reparti avec l'idée de John Wilkins, qui est un évêque britannique qui avait proposé un siècle avant que l'unité de base, ce soit l'équivalent d'un 10 millionième d'un méridien entre le pôle Nord et l'équateur. Je te traduis ça. En gros, 1 mètre, c'est l'équivalent du quart de la circonférence de la Terre. Fait qu'ils ont pris la distance entre le pôle Nord puis l'équateur. On dirait que j'ai l'impression que c'est pas beaucoup, 1 mètre par rapport à ce que tu me décris, qui est genre gigantesque, mais je te crois. La circonférence de la Terre, elle est 40 millions de kilomètres, de mètres. Oui, parce qu'elle est 40 000 kilomètres. Fait que
tu divises ça en 4, Ouais, ça fait 10 millions. Puis tu divises ça en 10 millions, ça fait 1 mètre. Mm-hmm. Tu comprends-tu? Oui, là, je comprends. Puis là, je te passe les détails de comment ils ont calculé tout ça. Parce comment que, ils sont arrivés à le faire, là? Bon, ça a pris des années, puis bravo pour eux, ils ont eu leur diplôme. Ils sont brillants. Mais ils se sont grosso modo appuyés sur la triangulation là, pour s'assurer que justement ce soit le plus empirique possible. Intéressant. En ce qui a trait à la masse, comme je te dis, ils voulaient que le volume, la distance puis la masse soient toutes reliées ensemble pour créer un système le plus unifié et universel possible. Fait qu'on a créé le gramme en se basant sur le mètre, justement, parce que, un gramme, c'est l'équivalent du volume de l'eau dans un centimètre cube. C'est vrai. Puis on a choisi l'eau étant donné que c'était beaucoup plus accessible que l'or et le mercure, qui n'ont pas non plus la même densité, là, soit dit en passant. Non, mais on peut parler d'eux dans un autre épisode du podcast, par contre. C'est ça. Wink, wink. Exactement. Pour la température, c'est assez simple. En 1742, Anders Celsius propose une échelle basée, elle aussi, sur l'eau. Oui. Où le Point de 0 est le point de congélation, 100 est le point d'ébullition. Donc, d'avoir une échelle de 0 à 100, c'est beaucoup plus facile aussi pour nous à synthétiser. Fait qu'on pourrait se demander comment Fahrenheit il en est venu à dire une vingtaine d'années plus tôt que l'eau gelait à 32 degrés et bouillait à 212 degrés. On l'a appris au secondaire, ça. Mais t'as-tu une idée? Je m'en souviens pas, mais je l'ai appris au secondaire, ça. Je me souviens pas de l'avoir appris, honnêtement. Plutôt que d'utiliser de l'eau pure, il a basé ses conclusions sur un mélange d'eau et de chlorure d'ammonium à volume égal. Fait qu'évidemment, le point de congélation n'est pas le même. Puis sa référence aussi pour son point zéro, c'était la température la plus froide qu'il a mesurée durant l'hiver 1709 à Danzig, sa ville d'origine. C'est où ça? Pologne-Lituanie à l'époque. Mais fait même pas frais là-bas. Il a fait crissement fret cet hiver-là, apparemment. Fait que ça, c'était son point zéro. Puis avec ses expériences, il a conclu que son mélange d'eau et de chlorure, il se solidifiait à cette même température. Fait que c'est comme ça qu'il a décidé comme, OK, ça, c'est le point zéro. Il a coupé les coérons, lui, là. Un petit peu. Mais si on va plus loin, la différence entre le point d'ébullition, fait que 212 Fahrenheit, et le point de congélation, 32 Fahrenheit, c'est de 180 degrés. Oh. Fait que tu fais vraiment les deux opposés de la ligne, là. OK, c'est correct. Il a pas juste fait de la marde. C'est ça. Mais pour le 100 degrés, il a déterminé que c'était la température corporelle du corps quand il faisait de la fièvre parce qu'il a pris sa température quand il était malade, puis selon ses calculs, c'était ça. Ça fait un point spécifique, puis on est good. Sinon, un corps en santé, normalement, c'est plus alentour de 96 degrés Fahrenheit. Autre petit fun fact, moins 40 Fahrenheit est l'équivalent à moins 40 Celsius, et c'est le seul point où les deux systèmes convergent. Et c'est un point qu'on n'a pas envie de voir souvent. Non, effectivement. Bref, le 10 décembre 1799, le système métrique qui a été adopté en France, fait que 10 ans à peu près après la Révolution, comme je t'ai dit, ça a pris une dizaine d'années. Puis même si Napoléon il a grandement contribué à la propagation, parce que là, il venait de prendre le pouvoir, là, Napoléon, en 1812, il a signé un décret créant les mesures usuelles qui était strictement réservé au commerce de détail. Mesures usuelles, est-ce un peu comme des bonnes manières qu'on pourrait parler dans un autre épisode? Wink, wink. OK, j'arrête. En fait, cet épisode-là, c'est juste tout fait de la pub pour nos autres épisodes. Pour nos autres épisodes d'avant, oui. Fait que c'est important, là, c'était strictement réservé au commerce de détail. Toutes les autres sphères de la vie devaient utiliser le système métrique. Mais c'est parce que les gens, ils étaient tellement, réticents à utiliser le système métrique, qui était tellement habitué à parler en livres, c'est un peu comme nous avec la construction, au final. Là. C'est ça, exactement. Fait qu'il a dit, OK, pour le commerce de détail, vous pouvez utiliser l'ancien nom, puis les fractions aussi, pas obligé d'utiliser la décimalisation, mais la valeur, elle reste métrique. OK. Ça veut dire que t'es un petit paysan qui s'en va acheter sa livre de beurre en 1812 à l'épicerie. Tu dis, une livre de beurre, à l'époque, ça avait été converti en 500 grammes. Là, ça avait été arrondi pour simplifier les calculs. Fait que si tu demandais à ton épicier une demi-livre de beurre, tu repartais pas avec ce qui est pour nous aujourd'hui une réelle demi-livre de beurre qui correspond à 226 grammes. Tu repartais avec la moitié de 500 grammes, donc 250 grammes. Fait que les gens, ils étaient avantagés par le système. Par le système, mais tu sais, ça faisait en sorte qu'on avait aussi 3 systèmes. Ouais, ça devenait compliqué.
Fait que c'était le chaos. À partir de 1837, par contre, le système métrique est vraiment devenu la norme en France. Louis-Philippe Ier, qui est le dernier roi à avoir régné en France, il voulait poursuivre la modernisation du pays, puis pour lui, ça passait par l'application du système métrique partout. De son côté, le Royaume-Uni acceptera à la fin du 19e siècle d'utiliser le système métrique à condition que la France adopte le méridien de Greenwich. Oui. Et plutôt que d'utiliser le méridien de Paris. Là, j'ai pas le choix de dire qu'on a déjà fait un épisode qui parle de ça. Oui, effectivement. Mais il y a première saison, je pense. En tout cas, qu'on parlait des changements d'heure. Là. Complètement. Bon, l'Angleterre a plus ou moins respecté sa part du deal parce que c'est juste en 1965 que le système métrique a été adopté au UK officiellement, mais surtout pour le commerce international. Pour le reste, l'impérial, il est pas mal encore la norme. T'sais, les autos sont en miles per hour, etc. On va commander une pinte de bière, pas un 50 centilitres comme en France, etc. Probablement pour une question d'honneur et ne pas se soumettre à un système qui a été inventé par leurs principaux rivaux. Je sais pas. D'ailleurs, avec le Brexit, la question de retourner complètement au système impérial, elle a été soulevée. Oui, parce que pourquoi avoir du progrès en Angleterre là, depuis les dernières années? Complètement. Puis là, on a revu la définition du maître à quelques reprises pour lui donner un sens encore plus universel. Fait qu'initialement, je te rappelle, notre référence, c'était la Terre. Oui. Mais mettons, c'était pas assez ça, la Terre. C'était comme, c'est pas assez reconnu par toute la Terre. Mettons qu'on rencontre des extraterrestres. Ah ouais, ça se peut très bien que leur planète soit plus petite ou plus grosse que la nôtre, puis qu'elle n'a pas la même circonférence. Fait qu'en 1983, le mètre il a été redéfini pour devenir la distance parcourue par la lumière en 1 seconde divisée par la vitesse de la lumière, qui est une constante. Ouais. Donc, divisé par 299 792 458, parce que le 300 millions qu'on apprend à l'école... c'est pas exact. C'est juste pour nous faciliter la vie, là, la gang. Et oui, j'assume que les extraterrestres connaissent la vitesse de la lumière. Je veux dire, s'ils sont venus à nous connaître puis à venir sur Terre, ils devraient être rendus pas pires avec ça. C'est ça. Le système international d'unités, il compte aujourd'hui 7 unités de base. Le mètre, le kilogramme, la seconde, l'ampère, le Kelvin, parce que le Celsius, c'est pas une échelle absolue. On peut aller dans le Kelvin, négatif. c'est le zéro absolu. Ouais. La mole et candela, qui est l'intensité lumineuse. Ouais. Versus le système impérial, qui compte 53 unités de base. On les énumérera pas toutes, là? Non. Complètement pas, là. Oubliez ça. Mais, tu sais, fine, ils sont quand même mieux que la France du Moyen-Âge avec leurs 800 unités, mais 53, c'est quand même vraiment beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, il y a seulement 3 pays qui n'utilisent pas le système international, pourtant plus simple et plus rationnel. Est-ce que tu aurais une idée desquels? Fait que c'est l'Angleterre, les États-Unis puis nous autres? Non, l'Angleterre, officiellement, ils sont sur le système métrique. Les États-Unis, non, il n'y a pas l'Australie. Je sais pas. Le Myanmar et le Libéria. Ah, OK. Toi, tu pensais que j'allais deviner ça. Je sais pas. Écoute, des fois, tu me sors des affaires. Pourquoi donc les États-Unis gardent le système impérial? Par son cave. Peut-être par... Tu m'as brisé. Peut-être par tradition, parce qu'on se rappelle que si c'était pas des Brits, ils parleraient français, hein? Merci, Charles. Mais certainement aussi en raison du coût de ce qu'une telle conversion représenterait aujourd'hui, et disons-le aussi parce qu'ils ont envie d'être uniques. Oui, parce qu'elles sont tellement spéciales. Puis tu sais, pourquoi investir dans des affaires qui seraient bonnes pour le pays quand tu peux investir dans d'autres pays puis foutre la merde? En tout cas, son cave! C'est ça, la parenthèse politique va s'arrêter ici, la gang. Au Canada, ça a commencé à devenir un standard à partir des années 70. Ouais. On s'est alors donné 10 ans pour se convertir entièrement au système international, donc au système métrique. Les écoles commençaient à donner des cours d'initiation au système métrique. Le 1er avril 1975, on voit les premiers bulletins météo en degrés Celsius et en millimètres pour les précipitations. Fait qu'avant ça, c'était en Fahrenheit. La signalisation routière est changée en kilomètres au courant de l'automne 1977. En 1979, l'essence commence à être vendue au litre et dès 1982, les détaillants doivent afficher leur prix selon le système métrique, donc au kilo et à la livre. Mais cette transition-là, elle se fait pas en douceur. Chaque changement amène de la résistance, comme toujours. On a de la difficulté à abandonner le système impérial, surtout pour tout ce qui a trait à la vie quotidienne. Ce qui fait qu'on a plusieurs fois reporté la conversion complète. Comme je te disais, au départ, on se donnait 10 ans.
Ben, le 13 décembre 1984, Bernard de Rome il annonce au téléjournal que le système métrique n'a plus le monopole. En fait, Brian Mulroney, qui est premier ministre depuis 3 mois à l'époque, il avait annoncé un assouplissement des règles, sans doute pour faire un peu plaisir à tout le monde. Les prix des produits d'épicerie, par exemple, ils pouvaient être affichés à la livre, ce qui, je te ramène au début de l'épisode où je te disais que le prix est affiché à la livre, mais sur la facture, il est au kilo. Parce que à la livre, c'est beaucoup plus intéressant pour les consommateurs. Ça donne l'impression que le produit est moins cher. Donc, oui, c'est plus ça. Parce qu'un attrayant. petit chiffre, c'est plus intéressant. Ouais. C'est ça. Mais Gros le chiffre, prix en unité métrique doit quand même être visible. Fait que c'est pour ça qu'on a le prix au kilo en tout petit. Puis, on va se le dire, notre bilinguisme, ça doit aussi plaire aux États-Unis, justement. Comme on a des liens étroits, du moins. On en avait. En bon Canadien que nous sommes, ben on a fait des compromis, c'est-à-dire qu'on s'est adapté à eux et eux, non. Exactement comme dans tous les sujets. Non, mais sans blague, c'est sûr que tout ce qui est échanges commerciaux, c'est beaucoup plus simple quand on parle le même langage. Quand ton partenaire commercial principal, c'est les États-Unis, ben t'as pas le choix. Puis au niveau culturel aussi, on a beaucoup de référents américains. Prenons l'exemple d'un livre de recettes. On va généralement mesurer en tasses, cuillères, la température du four. Encore une fois, ça va être en Fahrenheit. Fait que c'est sûr que moi, quand je vais en France puis que je regarde un livre de recettes en France, j'ai besoin d'un traducteur parce que les grammes, les centilitres, les degrés Celsius, ça me dit rien. Qu'est-ce que tu veux dire, un four à 200 degrés Celsius? De quoi tu parles? Tout ça pour dire que c'est aussi ce qui nous rend unique au Québec et au Canada, ça. Puis le fait qu'on mesure aussi la distance en temps, parce que 45 minutes, c'est pas la même chose partout. C'est à peu près le temps que ça prend pour parcourir 60 km qui séparent Berthierville de Trois-Rivières, mais c'est aussi le temps que ça nous prend pour aller voir des amis à Verdun qui sont à 10 km de nous à vol d'oiseau. Oui, parce qu'on mesure vraiment plus en temps au Québec qu'en distance spécifique. Tout est à 10 minutes, 15 minutes et pas à 100 mètres, 200 mètres. Complètement. Puis on n'est pas comme au Costa Rica où ils n'ont pas d'adresse et qui disent « j'habite à 200 mètres de l'arbre croche ». Oui, c'est ça, pour la vida. Exact. Fait que c'est ça qui conclut ma partie. J'espère que je t'ai pas donné un trop gros mal de tête. Non, ça va. Puis je vais continuer à parler de différentes mesures. Je vais pas les traduire à chacune dans ma partie. Parfois oui, parfois non. Vous ferez la conversion vous-même. Mais merci, Hélène, pour tout ça. Puis ben, comme j'ai dit, j'allais parler de mesures dans différents sports aujourd'hui. Puis je voulais commencer par le marathon parce que c'est quand même assez spécifique, la distance de marathon. 42,21, hein, c'est ça? 42,195. Ah oui, c'est vrai. Et en miles, c'est 26,22. OK. Aurais-tu une idée pourquoi? Mais je sais que je l'ai déjà su, mais c'était pas la distance entre la ville de Marathon puis... Oui. C'est quoi? C'est pas Athènes? Oui, exactement. C'est ça. C'est à ça que ça fait référence techniquement. Ça fait référence à une histoire là, de quelqu'un qui aurait couru entre Marathon et Athènes. Puis, ben, écoute, il manque quand même beaucoup d'éléments dans cette histoire-là. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme pas tout à fait... Ce qu'on retient, c'est pas tout à fait la réalité. Ouais, c'est ça. Exact. Ben, vois-tu, l'idée du marathon nous provient de Michel Bréal, qui est un Français qui écrivait une lettre à Pierre de Coubertin, le créateur des Jeux olympiques modernes. Puis il lui écrivait pour les événements des Jeux olympiques de Athènes en 1896, donc les premiers Jeux olympiques. Dans sa lettre, il écrivait « Voyez si nous pouvons organiser une course de marathon au Pnyx. Cela rappellera l'Antiquité. » Le Pnyx étant la petite montagne là, à Athènes là, pour regarder... pas l'acropole, voyons. Ça, non? C'est-tu l'acropole? Je sais plus. Dites-le nous en commentaire. Les affaires en Grèce. Am I right? Les temples. C'est ça. Fait que il faisait référence à Phidippides, qui est un hémérodrome et qui est un messager qui court de longue distance pour envoyer des messages. Fait que Thanks parce que j'avais rien compris de ta phrase. Ben, j'ai appris le mot hémérodrome pour cet épisode-ci. Et donc, Phidippides, qui était la personne là, que, selon la légende, aurait couru le 40 km séparant Marathon et Athènes pour annoncer la victoire contre les Perses dans une bataille à Marathon et qui se serait finalement écroulé et décédé après sa course de 40 km. Fait que là, les gens disaient souvent « Hey, on célèbre le décès de quelqu'un en disant genre, nous, regarde de le faire. Hein? » Mais inquiétez-vous pas, c'est pas arrivé. Puis là, ben, normalement, quand une histoire est romancée, c'est parce que le véritable exploit est moins impressionnant que la réalité. Hein? Ouais. Mais Phidippides, il aurait probablement couru 246 km et ce, sans décéder. One shot?
en 2 jours. Ouais, parce que selon les premiers écrits à son sujet, qui nous viennent d'Hérodote, le père de l'histoire, fait on peut y faire plus confiance quand même qu'à certaines personnes, même si, who knows. Il racontait les faits de la bataille de Marathon, qui a eu lieu en moins 490. Pour référence, Hérodote, il avait 6 ans au moment des faits. Fait que ça peut être romancé pareil, la version des faits. Quoi? Un enfant de 6 ans qui romance? Non, mais il l'a pas écrit à 6 ans, il l'a écrit plus tard, mais on se comprend. Ce qu'il nous raconte alors, c'est pas qu'il aurait couru de Marathon à Athènes après la bataille, mais plutôt avant la bataille. Il aurait couru d'Athènes à Sparte en 2 jours pour aller demander des renforts. C'est pas la même distance, là. C'est pas du tout la même distance. Puis d'ailleurs, il existe une sorte d'ultramarathon de nos jours surnommé le Spartathlon où les gens doivent parcourir cette même distance. Donc partir d'Athènes jusqu'à... Non, ça se peut pas. Mais... Il y a des gens qui sont fous, Hélène. Des ultramarathons où il y en a des très, très fous. Peut-être qu'ils se reposent un peu plus que lui, peut-être que non. C'est combien? 200? 246 km. C'est une légende urbaine, je peux pas croire. Là. Ben non, mais Hélène, il y a des gens qui font ça. Oui, je sais, mais... C'est pas parce qu'on n'est pas capable que les gens sont pas capables. Anyway, c'est pas ça le point. Les premiers écrits mentionnant qu'il aurait plutôt couru de Marathon à Athènes sont venus 600 ans plus tard. OK. Puis ils nous proviennent de Lucien de Samosate, qui est un auteur satirique grec avec une tendance à écrire des textes ultra sarcastiques. Fait que, mettons, au niveau des sources fiables, c'est un bon auteur, mais c'est peut-être pas lui que tu devrais te fier le plus possible. Et le pire dans tout ça, c'est que la version la plus connue de l'histoire de Phidippides de nos jours, elle nous provient d'un poème de Robert Browning qui date de 1879. OK. Puis là, dans la plus grande partie de téléphone de l'histoire, il a pris les 2 histoires ensemble. Puis là, lui, il dit que Phidippides, il a couru d'Athènes à Sparte, puis après ça, il a couru de Sparte jusqu'à Marathon. Il s'est battu, puis après ça, il a couru de Marathon jusqu'à Athènes, puis là, il est décédé. Ce que je comprends, parce qu'il aurait couru 550 km pour faire ça. Oui, mais il aurait peut-être fait un petit stop, je sais pas, à station-service. Il a fait un petit stop à Marathon pour se battre. En tout cas, ça n'a aucun sens. Mais tout ça pour dire qu'on a quand même déterminé une distance de course de 40 km entre Marathon et Athènes en honneur de Phidippides, même si c'est pas exactement ça qu'il a fait. 42 km. Non, initialement, la course était de 40 km bien précise. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à 42,125 km? C'était pour avoir un chiffron en termes de temps, je sais pas. Non, et c'est pas non plus parce qu'on a dit c'était plus précis exactement la distance entre les deux, parce qu'on s'entend dire Athènes et Marathon, ça peut être relatif dépendamment du port d'où dans la ville. Parce que, en fait, la raison de cette distance très spécifique-là nous provient de la famille royale d'Angleterre. Ah, ils sont partout. Et oui, vois-tu, lors des Olympiques de 1908 à Londres, la famille royale voulait pouvoir observer le départ et la fin de la course. Oui, ça me dit vraiment de quoi, ça? Ouais, fait qu'ils ont demandé à ce que la course commence au château de Windsor, où les enfants pourraient regarder les coureurs partir, et qu'elle se termine au box royal du White City Stadium, où avait lieu la majorité des événements des Jeux olympiques, et où le roi pouvait s'asseoir et regarder la course. Donc, ils ont demandé partir de Windsor, finir au White City Stadium, puis qu'ils fassent un petit tour de piste aussi là, pour qu'ils puissent les observer plus longtemps. Ça fait un petit peu bête de cirque, là. Un petit peu. Au final, les organisateurs y ont accepté, mais ils ont utilisé une autre entrée que celle demandée dans le stade, donc pas directement devant le box. Et ils n'ont pas fait un tour de piste complet, seulement en partie, donc 385 verges de plus. Au final, la distance entre le château, le stade et ce 385 verges supplémentaires, ça donnait 42,195 km. Aïe, 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 quand même! Oui, puis là, la distance, elle a ensuite varié encore aux Jeux de 1912 et 1920. À noter la pause en 1916, là, pour des raisons évidentes, parce que la paix, c'était pas notre priorité. Exact. Fait que ça a varié encore, puis finalement, on est revenu à 42,195 lors des Jeux de Paris de 1924, et depuis, c'est vraiment la distance qu'on a gardée. Officiel. Shout-out aussi d'ailleurs à la première personne à avoir fait une course en dessous de 2 heures il y a quelques semaines, le Kenyan Sébastien Sarr. Ouais, c'est ça. Puis aussi, fun fact, le premier à avoir gagné un marathon, c'était un grec qui s'appelait Spiridon Louis. J'aime beaucoup son nom.
Parlons maintenant d'un autre sport complètement que le marathon, c'est-à-dire le baseball. Ouais. Je sais pas si tu savais déjà cette information-là, mais tandis que la plupart des sports professionnels ont des dimensions standards pour leur terrain, c'est pas du tout le cas pour le baseball. OK. J'avoue que je connais pas Carl au Ouais. baseball, fait que je suis tout oui. Le diamond, donc les plates, là, Oui. ça, c'est assez standard. Là. C'est 90 pieds, peu importe, entre chacune des plates, puis celle au bout, puis il y a 127 pieds et 3,75 pouces entre la home base et la second base. Okay. Ça, c'est standard. Mais il y a 3 murs au baseball. En arrière, tu as le champ gauche, le champ droit et le champ centre. Ouais. Puis ben, ces 3 murs-là, ils peuvent varier de plusieurs dizaines de pieds selon le stade. Pour? Ben, c'est exactement ça la question, parce que ça va varier entre 300 et 355 pieds pour les champs droite et gauche, et entre 390 et 435 typiquement pour le champ centre. Quand même. C'est quand même une bonne différence. C'est pas un 2-3 cm que tu as oublié de calculer, là. Exact. Pour comprendre, déjà, il faut savoir que le baseball, à la base, ça ne jouait pas dans des stades, hein? Ça jouait dans des parcs, puis c'était pas organisé, puis les joueurs devaient courir après la balle, peu importe où elle se rendait. Il n'y avait pas ça, des coups de circuit, là, des home runs. Fait que c'est un concept qui est venu vraiment plus tard. Quand le sport a été un petit peu plus défini, j'imagine? Ben, en fait, quand quelqu'un s'est dit « Hey, je pourrais faire de l'argent avec ça, moi, le baseball, parce que le monde vient de voir ça. » Ouais. Gratuitement. Mais si je mets une clôture tout autour du terrain, puis j'installe des bancs à l'intérieur, je vais pouvoir dire aux gens « Hey, venez, payez-moi, venez vous asseoir, puis sinon vous allez être obligé d'être debout derrière la clôture pour regarder la game. » La personne qui a eu cette idée-là, c'est William Kamayer en 1862, puis il a construit le stade qui était appelé le Union Grounds, situé à Brooklyn. OK. Puis là, ben, l'idée de se faire de l'argent est quelque chose que les Américains ils apprécient beaucoup. Hein? Oui, bien sûr. Fait qu'on s'est ramassé avec un paquet de terrains de baseball à travers le pays avec des grandeurs extrêmement variées. OK. Parce que, ben, je veux dire, c'est juste ça, des gens... il n'y avait pas de normes. Il n'y avait pas une norme. C'est juste des gens qui ont dit « Hey, c'est une bonne idée de délimiter », mais ils ne sont pas consultés sur ça allait être quelle grandeur. On va juste construire des clôtures. Éventuellement, c'était comme bon, on va faire plus ou moins telle affaire, là, quelque chose comme ça. Mais un des facteurs qui a mené au fait que c'était varié, c'est que c'est un sport qui était très populaire en ville, où il y avait la majorité de la population. Puis, ben, des fois, les parcs disponibles pour construire un terrain de baseball, ils étaient limités niveau dimension. Ben, c'est ça, parce que, je veux dire, tu construis sur un champ, ton c'est facile terrain, en banlieue, il peut faire mais... 8 fois celui du petit parc mais non, de la Grandville. Là, c'était, ben, t'es en plein milieu de Montréal, tu dois construire un stade de baseball, arrange-toi avec l'espace que tu as entre les bâtisses. Puis c'est exactement ça qui est arrivé avec plusieurs des endroits. Puis ben, tu peux pas nécessairement détruire une rue ou une bâtisse. Puis ça a donné des endroits iconiques comme le Fenway Park à Boston. Son champ gauche est de 310 pieds, qui est dans la catégorie basse des petits champs. Puis parce que juste à côté, il y avait un concessionnaire de véhicules usagés. OK. Fait qu'il peut pas comme expand plus que ça. Puis là, ben, tu veux pas non plus calisser des balles de baseball ces chars. C'est ça, ils ont dû en avoir des vitres pétées, hein? Fait qu'ils ont mis un mur de 37 pieds de haut pour compenser. Puis ce mur-là, il est surnommé le Green Monster. Il sert à bloquer les balles. Puis à comparaison, le mur de droite, il est de 5 pieds. En tout cas, fait que tu vois vraiment là, juste comme ils ont essayé de bloquer de ce bord-là spécifiquement. Mais là, maintenant, ça a un prix... C'est un peu perdu le contrôle. Puis la MLB, ils ont dit là, faut que les stades aient des grandeurs minimales. C'est arrivé entre autres là, parce que les Dodgers, ils avaient bougé vers le LA Coliseum, puis leur champ gauche était de 250 pieds. Fait que t'en fais en sapristi de home run dans ce stade-là parce que c'est même ultra quand facile. Il y avait déjà genre une ligue puis tout, c'était pas encore standardisé. Ouais, c'est en 1958 qu'ils ont dit exactement quel allait être le minimum pour chacun des champs. Donc le minimum, c'est de 325 de chaque côté et de 400 pour le champ centre. Une équipe qui se construit un stade a le droit de demander une exception à la règle, mais c'est traité au cas par cas. Fait que ça va dépendre de quelques pieds. Puis les anciens, ils ont comme une clause grand-père. Là. Fait que Fenway, qui était à 310, il était bien construit, genre 25 ans avant. Là, fait qu'on l'a gardé comme ça. Par exemple, un des plus grands stades aujourd'hui, c'est le Coors Field à Denver. Son champ gauche est de 347 pieds, le droit de 350, puis son centre qui est 415. Fait que c'est vraiment plus gros que qu'est-ce qu'ils ont demandé. Mais ça s'explique parce que l'altitude de la ville est vraiment plus haute. Les valves vont donc plus loin.
Ah! Ouais. Fait que eux, ils pourraient pas nécessairement demander une exception à la baisse. Hein. Fait qu'il n'y avait pas le choix. Fait que pour faire moins d'home run, ils ont extend. Puis encore là, c'est un endroit que ça peut être facile. Ah, Puis, j'aurais jamais pensé à ça. Là, ben, cette affaire-là d'irrégularité initiale, qui était juste des limitations, c'est devenu quelque chose qui vient à part entière avec le sport. Parce que ben, si ton équipe a un stade avec un champ gauche vraiment plus court, ben, tu vas repêcher plus des gars qui frappent fort de la gauche, vers la gauche, puis vice-versa. Fait que tu as vraiment un avantage au fait de jouer à la maison. Mais j'ai toujours su que tu as un certain avantage, peu importe le sport, à jouer à la maison. C'est encore plus au baseball. Là. Mais là, oh mon Dieu, c'est vraiment une coche de plus. Là. Ouais, très prononcé. Donc voilà pour le baseball. Et chose promise, chose due, je voulais vous parler de dimension aussi. Ben, il fallait que je vous parle de notre sport national, le jeu de la hockey. Oui! Vois-tu, Hélène, la dimension des glaces de hockey standard d'aujourd'hui nous proviennent de Montréal. C'est vrai? Oui, plus précisément de la... Capitale du hockey. Yes! Plus précisément de la Victoria Skating Rink ou patinoire Victoria, où s'est déroulé le premier match de hockey intérieur. C'était qui? On va y arriver, inquiète-toi pas. Avant, c'était qui a gagné? C'était où ça, la Victoria Skating Rink? Ouais. Cette patinoire-là, ouverte en 1862, était située tout près du Centre Bell, soit littéralement au coin de la rue Drummond et René Lévesque. Donc, anciennement... c'est à côté, là. Ben, c'est ça. Anciennement Dorchester. Ouais. C'est la bâtisse juste à côté du Sheraton. Oui. Fait que de l'autre bord, là, pas sur le bord de la rue, parce que le Sheraton est au coin de la rue. Puis c'est plus une patinoire de nos jours. C'est rendu un centre de location là, d'auto. Là. C'est un parking avec un national. Les là. autos du baseball ils sont venus se venger. Là. C'est ça. Puis de l'autre bord, c'est une entreprise d'import-export d'épices. Parce que l'immeuble est vraiment de Drummond à Stanley. Collé là, sur le trottoir de chaque côté. Construit en 1862, mesurait 250 pieds de long par 113 pieds de large. Puis, je suis obligé de le dire là, à cause de toi, ça me gosse, 77 mètres par 34 mètres. Là. Merci. Non, mais je comprends les pieds puis les pouces maintenant, mais c'est parce pour les autres personnes, j'ai grandi avec une maman française. C'est ça. Mais la partie qui nous intéresse le plus, c'est que à l'intérieur de cette dimension-là, il y avait une glace qui était, selon les sources que j'ai lues, pas la même, là, fait que selon Lily HF, c'était de 200 pieds de long par 85 pieds de large. Okay. Et selon l'auteur Michael McKinley, c'était de 204 pieds par 80 pieds. Pour référence, la glace de la LNH, c'est 200 par 85. Donc, on est proche, là. On est très près. Fait que pas pile dessus. La glace de la LNH au Centre Bell ou comme toutes les glaces des LNH? Toutes sont standardisées. Là, ça devrait vraiment toujours ça. Cette patinoire-là était surtout utilisée par l'élite anglophone, juste par le nom Victoria Skating Rink, tu comprends? Il a grandement participé au développement du patinage artistique au Canada. C'est là où se pratiquait Louis Rubenstein, l'un des premiers champions du monde de ce sport. Donc, je connais pas, mais écoute, bravo pour toi. Mais c'est cependant un avocat montréalais, James Creighton, qui reviendrait l'honneur d'avoir organisé la première partie officielle de hockey intérieur ever. Puis, ça s'est passé dans cette patinoire-là. Habitué de faire des matchs informels avec ses amis depuis 1873, il a finalement organisé un match officiel qu'il a annoncé dans le Montreal Gazette. Rien de moins, là, quand même. Puis le match a opposé 2 équipes de 9 personnes. Puis on comptait les points officiellement. Fait que c'est pour ça qu'il est considéré comme le premier vrai match. Mais le plus marquant reste aussi avec quoi ils ont décidé de jouer. Puis là, je parle pas des bâtons, mais bien du fait que normalement, à l'époque, on jouait encore au hockey avec une balle. Mais Creighton a annoncé en amont, parce qu'il y avait des craintes des spectateurs, qu'il allait recevoir une balle en pleine gueule. Comme les chars. Exact. Fait qu'il a annoncé dans l'annonce du journal qu'il allait plutôt jouer avec un morceau de bois plat et circulaire. La POC! Exactement, pour éviter qu'elle quitte la glace et blesse un téléspectateur. Il disait il y avait moins de chances que ça revole dans les airs. Bon, on sait qu'une rondelle, ça peut revoler quand même, mais c'est ça. Beaucoup moins qu'une balle. Une POC de bois, ça doit quand même faire mal dans le gorgoton, mais effectivement, c'est quand même moins pire qu'une balle. Ouais. Fait ainsi est né le 3 mars 1875 le hockey intérieur sur glace. Il y a eu plusieurs autres matchs d'ailleurs à la patinoire Victoria, puis le sport va devenir de plus en plus populaire. Puis l'un de ces matchs-là,
qui aura lieu à la Victoria Skating Rink le 4 février 1889. Il y aura un certain Frédéric Arthur Stanley, notre gouverneur général du Canada à l'époque, a.k.a. Lord Stanley, qui va regarder le match puis qui va faire « Mon Dieu, c'est donc bien le fun, ce sport-là. » Faut que je crée une coupe. En fait, il a parti sa propre équipe avec ses gars, qui étaient les Rideau Hall Rebels d'Ottawa. Puis c'est ses fils qui vont le convaincre d'acheter un bol décoratif à remettre à la meilleure équipe du Canada. Une coupe qui devrait toujours être redisputée. C'est une Challenge Cup qu'on appelle. Wow. Donc, ça s'appelait la Dominion Hockey Challenge Cup. Puis elle va devenir éventuellement, bien entendu, la Coupe Stanley. Tu penses-tu qu'il a acheté son bol décoratif, genre au village des valeurs? Non, c'était quand même un bol de qualité là, à l'époque. Puis, ça sera justement aussi à la patinoire Victoria qui va avoir lieu les premiers playoffs de la Coupe Stanley. OK. Fait que c'était pas les équipes qu'on connaît aujourd'hui. Là, c'était le Montréal Hockey Club contre le Ottawa Hockey Club, là, la finale. C'était en quelle année? C'était en 1894. Donc, ça, c'était pas les Canadiens, parce que les Canadiens, c'est 1919, leur année de création. Fait que ça a été le 17 et 22 mars. Puis, c'est le Montréal Hockey Club qui a remporté 3-1 contre Ottawa. Fait que fuck you, les boys! Fuck you, les sénateurs. Ouais, c'est ça. C'est premier match de hockey intérieur, c'est là. Premier match de playoff, c'est là. Donc, un building légendaire, mais méconnu au Québec, hein? Peut-être par le fait que c'est plus une patinoire aujourd'hui, comme je disais. Le building avait commencé à se détériorer en 1906 puis a été vendu à un J. William Shaw, qui est un vendeur de piano à l'époque. OK. Puis il voulait y construire un auditorium. Finalement, ça coûtait trop cher. Il a continué à la laisser être une patinoire jusqu'en 1925, où a eu lieu le dernier match de hockey dans l'Arena Victoria, exactement 50 ans après le premier match. Donc, le 3 mars 1925, il y a eu un dernier match là, d'une ligue qui était la CRC, je pense, qui ont fait un match là. Par contre, leur playoff, ils n'ont pas fait dans ce patinoire-là. Ils l'ont plutôt fait au Forum. Ah, ben oui. Donc voilà, on se retrouve en territoire beaucoup plus connu par rapport au hockey au Québec. Puis bien sûr, le Forum, il a pris un peu la place de toutes les autres grandes arénas là, pendant une époque. Et donc, c'est ainsi que se termine cet épisode d'aujourd'hui avec ses connaissances québécoises. Oui, puis tout plein de mathématiques aussi qu'on a faites. On espère que vous avez quand même apprécié l'épisode. Oui. Si c'est le cas, on vous invite à nous laisser des petites étoiles, des petits pouces, des petits j'aime. Ça nous encourage vraiment beaucoup. Puis sinon, à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. On est pas mal partout. Puis partout. On fait du contenu extra. Puis sinon, on se retrouve dans 2 semaines. Bye!